Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la retraite à 64 ans a été rejetée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Alors certains dénoncent également des manœuvres, des remplacements de dernière minute au sein de la Commission des affaires sociales, ce qui alimente certaines critiques sur le processus, mais la version finale de la proposition de loi sera débattue en séance publique le 8 juin prochain. Elle ne contient plus l'article principal, cet article principal qui concernait l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le groupe Lyotte, lui, prévoit de déposer un amendement pour réintroduire cet article, mais malheureusement, il est peu probable qu'il soit débattu. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, veut bloquer cet amendement et le groupe Lyotte envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour contester cette décision. Les oppositions discutent aussi d'une mention de censure possible et certains appellent à manifester dans la rue pour exprimer leur colère et faire pression afin d'empêcher ce blocage. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui à voir. On va essayer de décrypter tout ça avec Christophe Boutin. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Caen et vous êtes co-auteur avec Frédéric Rouvillois de ce livre, Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple, aux éditions de la Nouvelle Librairie. On vous avait reçu pour ce livre. L'interview est disponible évidemment sur notre chaîne YouTube. Et alors, d'abord, je voulais vous parler des petites manœuvres, des petits remplacements au sein de la Commission des affaires sociales que beaucoup ont critiqué parce que finalement, cette proposition à loi a été rejetée à 38 voix pour contre 34 contre. Donc finalement, c'est pas tant que ça. Non, effectivement. Alors, d'où viennent ces remplacements, il faut le dire. C'est au sein du groupe LR que la question s'est posée. Comme vous le savez, le groupe LR s'est fractionné sur la question de cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale, avec une partie du groupe qui souhaitait, comme le voulaient les dirigeants du parti, voter cette réforme des retraites, considérant qu'il y avait une logique avec les propositions du parti lors de la présidentielle, et que finalement il devait ici rester fidèle à cette logique, et une autre partie du groupe qui, cette fois, a estimé que les tensions étaient trop fortes dans la population et qu'il fallait savoir revenir en arrière. Donc, pour éviter d'avoir à nouveau ce problème au sein de la Commission des affaires sociales, effectivement, il y a eu deux remplacements notables au sein des LR qui siègent dans cette commission des affaires sociales pour avoir à la place de personnes qui auraient pu peut-être voter de manière favorable sur cet article 1 qui était l'article qui prévoyait l'abrogation de la loi et en changeant la date de départ à la retraite, les remplacer par des gens qui, eux, seraient favorables à cette élimination de l'article 1, ce qui a été fait, vous l'avez dit, à une majorité assez réduite. Et justement, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a estimé que cet article, donc l'article principal pour abroger l'âge de départ à la retraite à 64 ans, était inconstitutionnel et n'aurait pas dû être discuté car il est constitutif d'une charge. Alors, est-ce que c'est vrai ce que raconte Yaël Braun-Pivet ou est-ce que c'est une entourloupe finalement de la Macronie, cette inconstitutionnalité de cet article ? Alors, c'est une excellente question. C'est vrai et c'est une entourloupe. En même temps, comme dirait l'un des plus grands philosophes politiques français vivants. Pourquoi est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est l'application de l'article 40 de la Constitution qui effectivement prévoit que les amendements et les propositions venant des parlementaires ne puissent pas aggraver une charge publique. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où vous reportez l'âge de la retraite en la baissant, cet âge de départ à la retraite, eh bien, comme les gens partent plus tôt, vous aggravez une charge publique et la charge des retraites. Ça paraît, je crois, tout à fait évident. Ça, c'est l'élément normal. Maintenant, est-ce que l'article 40 est appliqué de manière systématique au sein de l'Assemblée nationale ? La réponse est non, parce que sinon, on n'aurait
très peu de propositions ou très peu d'amendements qui pourraient passer ce couperet. Comprenez que presque toute mesure que vous proposez risque d'entraîner une augmentation de la charge publique ou pourrait entraîner une augmentation de la charge publique. C'est pourquoi d'ailleurs, dans leur projet de loi, de manière très prudente, les députés Lyotte avaient prévu ce qu'on appelle un gage, qui est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment avec ce type de texte, c'est-à-dire que vous gagez dans l'article 2 ou l'article 3 de votre proposition de loi, vous gagez la dépense sur une éventuelle recette. Ici, ce qui était prévu, c'était une nouvelle taxe sur les tabacs, qui est un élément, un gage qu'on utilise très, très fréquemment en la matière. Et pourtant, ce que l'on peut dire aussi à l'encontre de la thèse de Madame Braun-Pivet, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale a déjà examiné le projet dans son ensemble lorsque la proposition, lorsqu'elle a été déposée par le groupe Lyotte, et qu'à ce moment-là, ils n'ont pas été visiblement, ce bureau n'a pas été traumatisé par l'existence de cette charge supplémentaire. On voit bien ici qu'il y a une tentative de retour en arrière éventuel lorsque le groupe Lyotte déposera, s'il le dépose, un amendement pour réintroduire cet article 1 qui vient de disparaître, le réintroduire en séance plénière et cette fois le faire bloquer par le bureau de l'Assemblée. Alors justement, vous l'avez dit, donc cette affaire, donc la Commission des affaires sociales a rejeté cet article 1 sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans et Charles de Courson, donc le rapporteur de la proposition de loi du groupe Lyotte, va déposer un amendement pour le réintroduire l'abrogation du recul de l'âge de départ à 64 ans, mais Yaël Braun-Pivet nous explique qu'il y a peu de chances que ça soit débattu à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'elle a raison ou est-ce que c'est vrai que finalement c'est peut-être juste une manière de mettre les bâtons dans les roues, mais que ça n'a pas forcément porté des fruits? Non, pour les raisons que je viens de vous expliquer, lorsque l'amendement va être déposé par Charles de Courson, il s'agit donc à ce moment-là d'un nouveau texte, puisqu'on est d'accord que le texte, l'article 1 a disparu de la proposition de loi à la suite de l'examen de la commission des affaires sociales. Or, on va commencer à discuter sur le texte tel qu'il résulte du vote de la commission des affaires sociales. Donc à ce moment-là, Charles de Courson ou d'autres vont proposer un amendement, c'est-à-dire une modification du texte pour réintroduire l'article 1. Cet amendement, à ce moment-là, va être examiné ou peut être examiné à la demande de la présidente de l'Assemblée par le bureau, et le bureau peut effectivement répondre à ce moment-là que cet amendement, aggravant les charges publiques, est inconstitutionnel, puisqu'il ne respecte pas l'article 40 de la Constitution, exit, circuler, il n'y aura plus rien à voir. Et aussi, le groupe Lyotte veut saisir le Conseil constitutionnel. Vous pensez aussi que c'est possible, ou le Conseil constitutionnel finalement est trop lié au pouvoir pour pouvoir contester cette réforme des retraites? Ça, c'est une excellente question. Le lien avec le pouvoir du Conseil constitutionnel est, je dirais, à géométrie variable. Il y a quand même de très nombreuses fois dans lesquelles on constate que le Conseil modifie, amende, déclare inconstitutionnelles des dispositions qui pourtant ont été proposées par le pouvoir, c'est-à-dire par l'exécutif, et validées par le Parlement. Donc, par contre, ici, effectivement, on a l'impression, et on l'a vu lorsqu'il a eu à examiner les demandes de référendum d'initiative partagée qui ont été consécutives à cette réforme des retraites, et on l'a vu, le Conseil estime que le texte a été voté de manière normale. On lui a soumis la manière dont a été voté ce texte, non pas la proposition de loi Lyotte, la réforme des retraites. On lui a soumis le texte. Il a répondu que certes, le gouvernement avait utilisé ici toutes les possibilités qui lui étaient offertes, dont le 49.3 pour prendre cet exemple évident, mais il a rappelé que ces éléments étaient des éléments constitutionnels, que le gouvernement pouvait les utiliser. Là d'ailleurs, on ne voit pas très bien sur quelle base on va saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'on n'a pas demandé au Conseil constitutionnel si le texte ici capote à l'Assemblée nationale. On ne voit pas très bien comment on va saisir le Conseil constitutionnel, car rappelons les choses. Il s'agit ici uniquement de l'examen devant l'Assemblée nationale. Ce texte, a priori, n'a aucune chance, quand bien même y aurait-il réintégration
de l'article 1. Quand bien même y aurait-il vote de l'Assemblée nationale favorable à cette proposition de loi, le texte s'arrêterait là, car on ne voit pas le Sénat derrière voter cette proposition de loi revenant en arrière sur la réforme des retraites. Et comme il faut un vote des deux chambres, il n'y aura absolument pas de solution pour ce texte. Oui, c'est ça. Et alors justement, est-ce qu'il y a une solution pour que cette réforme des retraites ne passe pas? Est-ce qu'il y a un scénario possible en termes de droit? Est-ce que les institutions, est-ce que l'opposition peut faire en sorte que cette réforme ne passe pas, ou finalement il y a un côté défaitiste et on se dit elle va passer, et toutes ces manœuvres sont en fait une manière de mettre des bâtons dans les roues pour simuler aussi une opposition? Ou est-ce qu'il y a un vrai moyen pour que cette réforme des retraites ne passe pas? Aucun. Cette réforme est passée, je vous rappelle, c'est pas qu'elle ne passera pas, c'est qu'elle est passée. Le texte a été voté, disons que le texte a été approuvé, je dirais pas voté parce qu'on a utilisé le 49.3, mais il a été approuvé par le Parlement. Le Parlement a fait le choix de ne pas faire tomber le gouvernement. C'est un choix de l'Assemblée nationale. Elle l'a fait en son âme et conscience, ça la regarde. À partir de là, le texte qui a été adopté sur la réforme des retraites est valable et a vocation à s'appliquer. Pour revenir en arrière par rapport à ce texte, il faut effectivement soit une modification parlementaire, mais avec la même chambre et le même gouvernement, on n'a pas l'impression que cela soit si facile, soit demander un référendum, alors qui peut être le référendum d'initiative partagée. Il est a priori, ça ne pourrait pas fonctionner. Soit que le président demande un référendum sur le sujet. Très sincèrement, on voit mal Emmanuel Macron actuellement demander un référendum sur la réforme des retraites. Ce qui veut dire que la seule solution, c'est de changer la Chambre. Et lorsqu'il y aura une nouvelle Chambre, de nouveaux parlementaires et un nouveau pouvoir, à ce moment-là, voir si l'on peut revenir en arrière. On peut toujours réécrire une nouvelle loi quand on le veut. Oui, c'est ça. Donc en fait, finalement, ce que vous nous dites, c'est que ça ne passera pas par les institutions, ça passera pas soit par le top-up, soit par un référendum. Et certaines personnes ont appelé dans l'opposition à manifester dans la rue pour faire pression afin d'empêcher cette loi de FASPE. Enfin, vous nous dites qu'elle est déjà passée. Vous pensez que finalement, qu'il y a peu de choses qui puissent passer aujourd'hui par les institutions, par les députés, par l'Assemblée nationale ou par le Conseil constitutionnel, mais que ça peut passer en tout cas par la pression de la rue notamment? Très sincèrement, j'ai pas l'impression que le président Macron soit excessivement sensible à la pression de la rue. Il a maté par la force la révolte des Gilets jaunes en faisant tirer sur la foule, certes avec des lanceurs de balles de défense, mais enfin avec des dégâts qu'on n'avait jamais vus jusqu'auparavant. Je n'ai pas tout à fait l'impression qu'on soit dans qu'il accepte cette entre guillemets légitimité de la rue. Et d'ailleurs, la légitimité de la rue n'est jamais qu'une légitimité concurrentielle de la légitimité de l'élection dont peut à juste titre se prévaloir et le président de la République et l'Assemblée nationale qui ont été élus de façon tout à fait démocratique. Là, si vous voulez, sur le vote de ce texte, pourquoi est-ce qu'il était intéressant de le voir voter peut-être? C'est pour montrer que l'Assemblée nationale n'était majoritairement pas d'accord avec cette réforme des retraites et qu'elle a été uniquement contrainte de l'accepter parce qu'il y a eu la pression du 49.3 et que les députés ont choisi, mais encore une fois, ce sont les députés qui ont choisi de ne pas voter la motion de censure. Rien ne les empêchait de voter la motion de censure et ainsi de faire disparaître la proposition de retraite, le projet de retraite présenté par Elisabeth Borne. Voilà, on en est là. Donc c'est la rue ici, si vous voulez, elle intervient comme élément supplémentaire pour essayer de donner une légitimité à une assemblée qui aimerait montrer que elle a été forcée, qu'il y a eu un bras de fer et qu'elle a perdu le bras de fer, mais qu'elle a été contrainte et forcée d'accepter cette réforme sur les retraites. C'est tout. On n'ira pas plus loin. Et le grand gagnant, j'ai envie de dire, de cette réforme des retraites, enfin en termes de visibilité notamment, c'est ce groupe, le groupe Lyot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Est-ce que vous pensez que l'avenir de ce groupe Lyot peut être justement de réussir à rassembler les oppositions à la Macronie? On va faire simple, entre le Rassemblement national et la NUPES qui notamment ne se parlent pas, enfin il y a des barrières notamment idéologiques. Et là, vous pensez que ce groupe Lyot peut être un groupe, un sas entre le Rassemblement national et la NUPES contre justement le pouvoir d'Emmanuel Macron?
Non, en fait, c'est un peu différent. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que lorsqu'il y a une proposition, par exemple une motion de censure, qui est présentée par le RN, la NUPES refuse de s'associer à ce type de texte parce que on ne peut pas dîner avec le diable, même avec une longue cuillère. Et donc, comme vous le savez, le RN est nécessairement le diable. On ne peut pas s'associer à ce qu'il représente, nous disent les élus de gauche radicale. Donc de ce côté-là, par contre, je vous rappelle qu'inversement, lorsque c'est la NUPES qui présente une motion de censure, le RN accepte tout à fait de s'associer à cette motion de censure. Donc l'intérêt du groupe Liot ici, le seul intérêt qu'il peut avoir, c'est en présentant une motion de censure estampillée Liot, de pouvoir agréger à la fois les votes RN et les votes de la NUPES, puisque la NUPES accepte de voter en même temps que le RN, mais pas sur une proposition RN. Voilà l'intérêt du groupe Liot. Donc, vous voyez, c'est un peu limité. Par contre, ce qui est très étonnant quand même, c'est de voir un groupe qui, a priori, lorsqu'on examinait la composition de la Chambre au début, un groupe qui, a priori, avait vocation à être le plus proche de Renaissance, le plus proche de la coalition présidentielle, se retrouver finalement en pointe dans la lutte contre la Macronie et sur le thème de la réforme des retraites. Ça, c'est assez surprenant, d'autant plus que ces leaders maximaux, Monsieur de Courson par exemple, ont soutenu par le passé des propositions qui visaient elles aussi à rallonger le temps de travail, à déplacer l'âge de départ à la retraite. On a ce même problème au sein de LR, où au sein de LR, on retrouve finalement parmi les plus opposés à la retraite, quelqu'un comme Aurélien Pradié. Et Aurélien Pradié, pendant la campagne présidentielle, a clairement démontré qu'il était sur un nombre de points parmi les LR qui étaient les plus proches, notamment sur les plans sociétal, de les propositions que pouvait faire Emmanuel Macron. Voilà. Il y a un petit jeu ici à front renversé qui reste assez étonnant à étudier. Et bien justement, on continuera à étudier ce jeu avec vous, Christophe Boutin. Merci, on rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'Université de Caen, et vous êtes co-auteur avec Frédéric Rouvillouet de ce livre, Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous.